Bonjour Irina Vereshchuk, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-première ministre d'Ukraine. Vous avez probablement entendu ce qu'a dit le président Zelensky cette nuit en parlant de Borodianka. Ce qui s'est passé dans cette ville est pire que ce qui est arrivé à Boutcha. Quelles sont les informations dont vous disposez? Qu'est-ce qui vous permet de dire cela ce matin? En effet, Boutcha a été tout simplement la première dans la liste des villes où nous sommes revenus après la déoccupation de ce territoire, et c'est pourquoi le monde a été effrayé en découvrant ces centaines de victimes avec les mains ligotées, avec les tirs dans la tête, avec les membres découpés, les enfants, la mort de la mère Sokhanova avec son mari et son fils. Et donc nous avons parlé de Boutcha. Malheureusement, la suivante était Borodianka, et le monde a une nouvelle fois s'est rendu compte que la sauvagerie de Poutine doit être arrêtée. La Russie, de son côté, continue de nier la réalité de ces massacres. Et je voudrais vous faire réagir à ce qui se dit à la télévision russe avec des arguments déconcertants. Regardons ensemble. Такая большая спецоперация, на самом деле, которая перерастает в истерику. Долго планировали, не зря Байден называл Butcher, да? То есть мясником Путина, а теперь вот Буча. Буча просто еще созвучно. Байден же сказал, что Путин мясник, Butcher, а здесь такой городишко. Ну как не воспользоваться? А Буча, потому что Butcher это мясник, да, и удачные созвучия. То есть понятно, что за этим стоят британские специалисты. Палач в английских субтитрах заменено на Butcher, мясник, что созвучно названию города Буча. Les Britanniques, les Américains sont derrière cette manipulation et c'est une mise en scène selon eux. Qu'est-ce que vous répondez ce matin? Je ne peux que dire merci aux journalistes étrangers qui, au risque de leur vie, se rendent dans les endroits les plus dangereux, qu'ils ont filmés, pour le fait d'avoir raconté ce qui s'est passé. Je remercie beaucoup les partenaires occidentaux qui, en tant qu'experts, fixent ces crimes sauvages, ces viols, ces violences exercées contre les femmes et les enfants. Je voudrais remercier l'ensemble de la communauté internationale qui comprend ce qui se passe et qui constate le cynisme de la Russie. Ensemble, nous allons vaincre. Chacun séparément, nous allons perdre aussi bien notre face que notre civilisation, que notre démocratie. Madame la vice-première ministre, les forces ukrainiennes ont été aussi accusées d'exactions envers des soldats russes. Une enquête est demandée par l'organisation Human Rights Watch. Un conseiller de la présidence ukrainienne a rappelé à vos forces militaires que les abus à l'encontre de prisonniers sont des crimes de guerre. Est-ce que d'abord vous reconnaissez qu'il y a eu ces mauvais traitements, qu'ils aient pu être infligés de soldats ukrainiens à des soldats travaillant pour les Russes? Je m'occupe des prisonniers directement. Je fais partie des pourparlers, d'échanges des prisonniers, et je peux vous dire qu'aucun prisonnier que nous avons transmis à la partie russe n'a été gravement blessé, n'a été torturé. La CICR a pu les voir, a pu les interviewer et leur poser des questions. Veulent-ils personnellement quitter le territoire de l'Ukraine? Par conséquent, toutes ces déclarations, toutes ces accusations n'ont aucun sens et ne reposent sur rien. Les vidéos montrées, sans doute, sont véritables. Il ne s'agit pas là des prisonniers, mais il s'agit des émotions des gens qui ont tout perdu. Leur vie, leur avenir, leurs enfants, leurs épouses. Les gens ont tout perdu. Et je vous demande de comprendre les émotions. Et également, il y a la possibilité de faire savoir aux mères russes, aux épouses russes, qui regardent tranquillement les pillages exercés par leurs enfants et par leurs maris,
dans les pourparlers que nous réussissons à intercepter, ces violences et ces pillages sont salués par les épouses et les mères russes. Et ils sont en train de tuer sur notre territoire et nous appelons ces épouses et ces mères faire en sorte que leurs hommes ne se retrouvent pas armés sur notre territoire contre nos parents, contre nos enfants et contre nos femmes. Madame la vice-première ministre, vous nous dites que aucun soldat russe n'a été torturé par des forces ukrainiennes. Pourtant, plusieurs vidéos qui ont circulé ont été authentifiées et on voit des prisonniers main dans le dos et des forces qui sont assimilées aux forces ukrainiennes. L'enquête ne fait que commencer pour savoir ce qui s'est réellement passé. Sur qui on tire dans le dos de sang-froid. Est-ce que vous niez la réalité de ces vidéos ? Je ne sais pas de quelle vidéo vous parlez. Je discute avec les prisonniers qui sont détenus chez nous dans les établissements spéciaux. Peut-être il y a des choses qui se passent dans les champs, donc je ne peux nier ni confirmer. Je pense que les gens doivent comprendre ce qui se passe chez nous. Il s'agit de génocide de la population civile. Je suis responsable des couloirs humanitaires et dès les premiers jours, nous ne parvenons pas à aider des centaines de milliers de personnes qui sont dans les caves, qui meurent sans nourriture et sans eau, les civils, les enfants, les femmes, les mères et les parents qui ne peuvent pas quitter Mariupol occupé depuis plus d'un mois. Nous avons des milliers et des milliers de personnes qui ont été tuées et torturées. Nous avons des millions de personnes qui ont perdu leur domicile. Vous avez vu Borodianka, tout a été détruit là-bas. L'infrastructure civile a été entièrement détruite. Il n'y a pas de site militaire dans cette ville. Ils ont ciblé et bombardé sous les yeux du monde entier. Ils ont violé de manière ciblée nos épouses. Ils en ont parlé, ils s'en sont vantés à leurs propres femmes qui se moquaient, qui les traitant gentiment de pilleurs de façon douce. Donc vous voyez ce qui se passe chez nous devant les yeux du monde. Je vous demande d'arrêter tout cela. Nous ne sommes pas une horde, nous ne sommes pas des violeurs, nous ne sommes pas venus dans la maison de quelqu'un. C'est eux qui ont volé notre avenir et je voudrais que la communauté internationale s'en rende compte et le comprenne. L'armée russe annonce préparer une grande offensive sur l'est de l'Ukraine. Comment, madame, est-ce que vous, vos armées, vous vous y préparez ? Bien évidemment, nous nous préparons car nous sommes conscients que ce sera un véritable enfer pour nos militaires, pour les civils qui sont coincés là-bas et qui ne peuvent pas quitter ces lieux. Nous avons environ un demi-million de personnes, si on parle de la région Donetsk et Luhansk, un demi-million de civils et la Russie, de nouveau, ne permet pas de les faire partir. Elle a créé un bouclier vivant censé les protéger et il tue nos militaires. Nous comprenons qu'il s'agit de nos proches, nos parents, nos frères et nos sœurs. Nous ne pouvons pas tirer sur eux car nous sommes conscients que c'est la vie des civils qui est en jeu. Voici la situation. S'il est possible, je voudrais m'adresser au peuple français. Faisons ensemble en sorte que les couloirs humanitaires fonctionnent. Nous n'avons pas de couloir humanitaire qui, aujourd'hui, pourrait aider des centaines de milliers de personnes. Donc, soit nous nous réunissons et nous joignons nos efforts pour sauver les gens et que nous puissions vaincre Poutine ensemble. Ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine uniquement, c'est une guerre contre la démocratie, contre l'Europe. Poutine, ici, ne nous combat pas nous, il vous combat, vous, chers Français, Italiens, Polonais, Britanniques, Américains. Il montre ce qui vous arrivera à vous si vous ne vous soumettez pas et si vous ne faites pas ce qu'il veut. C'est absolument évident pour nous et je voudrais que vous en soyez conscients, vous aussi. La France en est consciente, Madame la vice-première ministre d'Ukraine, et ce matin, le chef de l'État a dit « Nous vivons une tragédie en Europe ». Emmanuel Macron considère que cette guerre peut durer des années.
Écoutons-le et je vous fais réagir ensuite. Pour la Russie, le 9 mai est une date, une fête nationale, un rendez-vous militaire important. Il est à peu près sûr que pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire. Et donc je pense qu'ils vont concentrer leur effort dans le Donbass. Je pense que nous allons vivre des scènes très difficiles dans les prochains jours et prochaines semaines dans le Donbass. C'est aussi pour ça que nous faisons tout en lien avec la Turquie, la Grèce et les Nations Unies pour organiser des opérations humanitaires à Mariupol, à Dniepro, avec beaucoup de difficultés aujourd'hui. Il y a un refus russe complet. Donc je pense que les prochaines semaines ne donneront pas lieu à beaucoup de concessions diplomatiques de la part de la Russie. Vous qui êtes vice-première ministre et aussi une ancienne gradée de l'armée, est-ce que vous vous préparez à des combats d'une violence inouïe avant cette date du 9 mai? Et on sait que Vladimir Poutine veut une victoire militaire forte. Bien évidemment, nous nous préparons et je voudrais remercier le président Macron. Vous venez de diffuser ces paroles. La France fait de très grands efforts pour percer ce couloir humanitaire depuis Mariupol, des régions de Donetsk et de Luhansk, où les gens sont des otages. Mais Poutine est impitoyable. Nous sommes prêts à accueillir l'ennemi arme à la main. Nous sommes prêts à en tuer autant qu'il faudrait. Mais nous avons besoin de votre aide. Ne leur achetez pas le gaz, ne leur achetez pas le pétrole. Ne leur donnez pas des dollars qui leur servent à nous tuer. Donnez-nous des armes et donnez-nous une chance de nous protéger, nous, et de vous protéger, vous. Et en ce qui concerne le défilé du 9 mai qui vient d'être évoqué, on a rappelé que Poutine aime beaucoup les symboles et qu'il va se battre férocement pour que le 9 mai, il puisse obtenir ce défilé de victoire sur la place rouge. Les militaires russes se sont comportés comme une nation la plus vile des pilleurs. Ils ont volé, ils ont pillé les maisons et vous les avez montrées dans vos reportages. Ils prenaient tout ce qui avait de valeur, les tapis, les télévisions, le petit électroménager de cuisine. Ils amenaient tout cela en tonnes en Biélorussie et ensuite c'était envoyé en Russie. Donc ce défilé, il ne sera pas fait de chars, mais il sera fait de mixeurs, de tapis et de télévisions qui ont été volés. Ce sont des pilleurs qui n'ont jamais vu une vie normale et c'est maintenant qu'ils s'en prennent et qu'ils se moquent de la civilisation. C'est là qu'aura lieu le défilé de Poutine et voilà de quoi il aura l'air. Madame la vice-première ministre, est-ce que l'Ukraine peut envisager de perdre le Donbass pour mettre fin à la guerre? Non. Les pertes territoriales sont inconcevables. Nous comprenons que la question de la Crimée ne pourrait pas être réglée par des voies militaires et le président Zelensky en parle, mais nous sommes parfaitement conscients également que nous n'avons aucun droit en tant que pouvoir élu par le peuple ukrainien, nous n'avons aucun droit de céder nos territoires et perdre des morceaux de notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé des solutions. Comment on pourrait considérer les territoires qui sont actuellement temporairement hors notre contrôle. Cela concerne la Crimée. Le Donbass est également le territoire de l'Ukraine. Notre territoire n'est pas sécable. Et le fait que Poutine, aujourd'hui, essaie d'utiliser la population du Donbass et qu'il tue les orthodoxes de ce patriarcat de Moscou, il tue ceux qu'il présente comme ses frères et ses sœurs, et ça met une croix définitive sur ces projets de libérer le Donbass. Le Donbass a vu comment on le libère. Je suis ministre des territoires occupés et je peux vous assurer que le Donbass ne veut pas du monde russe sous la forme que Poutine leur propose. Nous allons nous battre pour le Donbass, pour Volnovakha, pour Pokrovsk, pour Rubizhne, pour tous les territoires qui attendent notre libération. Hors de question pour vous, on l'aura bien compris, de céder le Donbass et la Crimée dans les négociations. Le Premier ministre polonais a dit « Personne n'a négocié avec Hitler ». Il a vivement critiqué Emmanuel Macron qui discute régulièrement avec Vladimir Poutine. A-t-il raison
ou a-t-il tort, ce Premier ministre polonais? Et peut-on encore négocier avec le président russe au vu de ce qui se passe, au vu des massacres? Je soutiens les paroles du Premier ministre Morawiecki. La guerre n'a pas commencé chez nous le 24 février. La guerre a commencé par l'annexion de la Crimée et la prise des morceaux du territoire souverain du Donbass ukrainien. À l'époque, on a créé le format de Normandie où l'Allemagne et la France étaient des partenaires dans le cadre de ce format de Normandie qui aspirait à un règlement pacifique. Nous souhaitions que la France et l'Allemagne puissent avoir des positions plus fermes à l'égard de ce qui se passait, car ils étaient le plus informés de la réalité de la situation dans le Donbass. Mais l'Allemagne et la France avaient choisi la voie de pacification. Donc, en continuant à construire Nord Stream 2, par exemple, comme a fait l'Allemagne, ou vendre les armes à la Russie, au même moment où la Russie détruisait la population civile dans le Donbass depuis 2015. J'ai vu les rapports selon lesquels aussi bien l'Allemagne que la France sont les plus grands pourvoyeurs des armes et des éléments militaires à la Russie à partir de 2015. C'est cela qui a attisé les appétits de Poutine. C'est cela qui lui a permis de se sentir en impunité totale. Aujourd'hui, il pensait que le monde est impotent et édenté. Mais ce n'est pas vrai. Le monde le prouvera. Nous avons juste besoin de réunir nos efforts et de le faire le plus vite possible. Car des milliers et des dizaines de milliers de victimes que nous voyons et que nous verrons encore dans le Donbass, ils ne pourront pas régler la situation. Ils ne pourront pas expliquer à notre société pourquoi nous cherchons un accord de paix avec la Russie. Pour ne pas nous retrouver sur le voie de garage, nous devons arrêter Poutine dès aujourd'hui. Madame la vice-première ministre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est en Ukraine aujourd'hui. Qu'est-ce que vous demandez très précisément à l'Europe? Nous demandons à l'Europe l'embargo total du gaz et du pétrole. Pour l'Europe, c'est une perte financière, ce sont des pertes économiques. Mais pour nous, c'est outre le trillion de dollars que nous avons déjà perdus en termes d'infrastructures. Poutine a dévasté et détruit 80% d'infrastructures dans le Donbass, sur d'autres territoires de l'Ukraine. Mais aussi, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur vie et leur santé. Ce sont des millions de réfugiés que nous perdons tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler avec Madame Ursula von der Leyen et tous ceux qui se rendent chez nous que l'Europe doit être plus résolue. Elle ne doit pas attendre de nouvelles victimes, elle ne doit pas attendre de nouvelles Boutcha et d'autres images choquantes. Je suis persuadée que le peuple d'Europe, depuis longtemps déjà, ont donné la réponse pour eux. Qu'est-ce qu'est la Russie et qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, c'est le tour des leaders européens à faire de toute urgence, tout ce qui est à leur pouvoir pour mettre un embargo sur le gaz et le pétrole et ensuite, plus tard, nous allons construire ensemble notre économie. Vous êtes un pays, un État fort, chers Français. Vous êtes un pays nucléaire, vous avez une glorieuse histoire et vous savez très bien ce que c'est une agression et comment il faut y résister. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous et que vous ferez à l'avenir pour nous. Dernière question, avez-vous des informations sur la libération de la région de Soumy, frontalière avec la Russie, qui était jusqu'ici aux mains des forces russes? Oui. Je dispose de ces informations qui est parfaitement exacte. Les régions ont été libérées, mais Poutine ne cherche pas à mettre fin à la guerre. Il ne fait que regrouper ses forces puisqu'il a eu une réponse puissante de notre armée. Il a l'intention de revenir pour devenir encore plus cruel et il va revenir autant de fois que nous le laisserons faire. C'est la raison pour laquelle nous ne nous contentons pas de libération des territoires. Nous savons que Poutine ne fait que préparer de nouveaux coups.
Merci, Madame la vice-première ministre d'Ukraine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce matin sur LCI. Dans un instant, on revient sur cette crise, sur les mots, évidemment, d'Irina Vereshchuk et sur ceux du président Zelensky. Il estime que ce qu'il s'est passé à Borodyanka est pire que ce qui a lieu à Boutcha. Une petite pause, on se retrouve juste après.